Bonjour à tous. Donc, merci d'abord de l'invitation. Moi, je vais peut-être parler d'un point de vue un petit peu particulier. Effectivement, d'abord, ça me fait vraiment plaisir d'intervenir ici. Moi, je viens plutôt de la science politique, ce qui fait que porter l'enjeu de l'acceptabilité sociale en sciences politiques, c'est jamais très, très facile, puisqu'on est toujours soupçonné d'être a priori favorable au projet. Ça pose quand même plus largement la question de la légitimité des conflits autour de l'enjeu de l'acceptabilité. Je vous disais que je vais peut-être parler d'un point de vue un petit peu particulier, donc je vais être le régional de l'étape, on va appeler ça comme ça. Nous, on a beaucoup rencontré du côté de Rimouski l'acceptabilité sous l'angle des grands projets de développement qui ont beaucoup bousculé des petites municipalités. Ça a mis en évidence le fait que on a un peu toujours tendance à réduire la question de l'acceptabilité à un dialogue entre le social et la technique. Et là, le but du jeu, c'est d'ouvrir un petit peu, de montrer qu'il y a de la gouvernance, puis de montrer qu'il y a des rapports de force et qu'il y a des acteurs qui sont coincés avec ces enjeux-là, qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais aussi plus de choses qu'ils peuvent faire qu'on pourrait le croire. Donc, dans ce contexte-là, oui, effectivement, on est bien entré dans un nouvel âge de l'aménagement depuis longtemps. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on commence à mobiliser des notions qui essaient de faire face à cette crise pour montrer que la décision et la participation doivent, malgré les contestations, aboutir à une nouvelle manière de penser les grands projets et de les mettre en place. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très évident, notamment lorsqu'on vient de la science politique, parce que dès qu'on parle d'acceptabilité ou de gouvernance, on est soupçonné de jeter le bébé du politique avec l'eau du bain des nouvelles notions. On est toujours soupçonné de ne pas tenir compte des rapports de force et de montrer que finalement, le projet était en tant que tel légitime. Alors que précisément, le but du jeu, c'est d'ouvrir le jeu et de reconnaître les conflits comme des variables, comme des mécanismes qui peuvent améliorer les projets. La notion d'acceptabilité sociale dans ce contexte-là n'est pas vraiment beaucoup plus comme commode. Il y a un titre qui a été développé il y a quelques années, c'est Partager l'embarras. Donc, c'était vraiment de montrer que l'acceptabilité sociale était d'abord une question d'assumer les enjeux, d'assumer les problèmes. Les projets ne peuvent plus être mis en place automatiquement et c'est peut-être pas grave. C'est peut-être plus intéressant qu'on le croit. Il n'empêche que l'acceptabilité sociale est une notion embarrassante qui précisément nous met en évidence qu'il y a un embarras collectif et qu'il faut bien qu'on assume. Par contre, l'assumer, c'est pas l'assumer n'importe comment. Et c'est un petit peu dans ce sur quoi je voulais commencer, montrer que finalement, on part sur des enjeux qui sont complexes parce qu'ils sont soupçonnés d'être toujours de la manipulation, toujours d'être une négation ou du choix politique ou de l'autorité ou des rapports de force, etc. Et on retrouve les perspectives où finalement la participation est censée plutôt développer une forme d'adocratie, une manière de manipuler les gens pour qu'ils finissent par accepter le projet malgré leur intérêt. Donc, bien entendu, ce n'est pas du tout le cas, mais ça veut dire qu'il faut arriver à répondre à ceux qui reprochent cette politique en miettes, cette manipulation du consensus pour montrer précisément que l'acceptabilité sociale dans ce contexte-ci est aussi une manière de revaloriser le politique, revaloriser la délibération collective. Donc, encore une fois, en parler, ça ne veut pas dire qu'on est contre la délibération, que le projet doit passer à n'importe quel prix, que le projet doit passer nécessairement, et que n'importe quel projet serait forcément meilleur que pas de projet. Ça pose toutes les questions de l'alternative. Donc, dans ce contexte-là, penser la politique de l'acceptabilité, ça a été longtemps reproché comme confronter deux grands registres, le technique et le social, qui aboutissaient à une antipolitique. Je passe très vite, en insistant peut-être en fin de diapo, sur les théories très intéressantes sur la post-démocratie, qui démontrent que depuis environ une vingtaine d'années, on tend de plus en plus à considérer qu'une démocratie fluide est une démocratie qui n'a plus de conflit. Donc, dans ce contexte-là, encore une fois, l'acceptabilité sociale est censée être du mauvais côté. Il me semble que, par certains côtés, c'est des critiques qui sont intéressantes parce que ça nous rappelle que l'acceptabilité sociale peut mal faire des choses est une notion qu'il faut manier avec précaution. Par contre, précisément, il ne faut pas jeter la
a priori parce que c'est une réponse pertinente dans le contexte d'une crise de l'aménagement. Donc ces critiques, elles sont intéressantes, mais elles sont trop faciles et en tout cas, elles sont insuffisantes. La notion d'acceptabilité sociale, à mon sens, est intéressante parce qu'elle nous oblige à reposer dans de nouveaux termes les bonnes vieilles questions qui se posaient à tous les territoires. Comment est-ce qu'on les développe, avec qui, comment et à quel prix? Donc finalement, comment est-ce qu'on fait le développement? Quelle est la portée démocratique de ce développement et comment est-ce qu'on peut arriver à créer une rencontre. Donc, ça pose différents éléments. Je vais peut-être passer un petit peu vite sur la gouvernance pour insister sur les territoires et peut-être sur ce qui est peut-être la dimension la plus originale dans ce que je vais dire aujourd'hui, le rôle des élus. Peut-être rappeler avant tout qu'il y a quand même une littérature assez convaincante au Québec pour essayer d'aborder ce qu'est l'acceptabilité sociale. On sait que c'est une notion qui apparaît, bon, historiquement, le BAP l'a mobilisée depuis quelques dizaines d'années, mais qui devient très importante au courant des années 2000-2010. Et ça va nous produire tout un ensemble de conceptualisations qui ne valorisent pas exactement les mêmes enjeux. Donc là, c'est intéressant, c'est d'abord une notion complexe et qu'on peut mobiliser pour examiner différentes dimensions. Donc, il y a eu tous les travaux qui nous expliquaient que, attention, l'acceptabilité sociale peut être une fausse bonne idée. Ça peut être une manière de nier le conflit. Par contre, ça peut aussi être une manière d'élargir les paramètres qu'on va examiner dans le cadre de la mise en place d'un grand projet. Donc, est-ce qu'on peut prendre en compte les valeurs, les conventions? Ça peut aussi nous permettre de repenser le conflit. Là, déjà, c'est beaucoup plus intéressant et ça nous permet notamment de montrer que le conflit n'est pas forcément la fin du politique, ça peut être le début d'un dialogue et de montrer que finalement, une évaluation collective peut aussi passer par le conflit. Nous, on s'est beaucoup focalisé sur les territoires. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et dans tous les cas, ça nous pose la question de la légitimité des projets, du rapport entre l'État, les projets et les populations locales. Donc, parmi toutes ces définitions, l'idée, c'était de vraiment se focaliser, nous depuis Rimouski, l'acceptabilité sociale, c'est pas comme si on avait eu le choix. C'est l'enjeu qui nous est apparu vraiment fondamental lorsqu'on a voulu mettre en place une politique éolienne qui a commencé dans l'est du Québec. On ne va pas se cacher que la politique éolienne a été mise en place de manière assez maladroite initialement, donc ce qui fait que l'acceptabilité sociale est venue après. On a un problème, il nous faut une solution. L'acceptabilité sociale, allez, c'est bon, on part avec ça. Ce qui fait qu'en tant que scientifique, nous, on s'est retrouvé un petit peu pris avec cette commande et le tout, ça a été d'arriver justement à montrer qu'on ne peut pas couper les coins ronds. Et parmi les éléments peut-être les plus intéressants, c'était de montrer que malgré tout, l'acceptabilité sociale pouvait être une notion qui permettait qui permettait de refonder le consensus. Ça veut dire que le consensus soit fragilisé, ce n'est pas forcément un mal. Ça dépend quel était le consensus avant. Et qu'il y a plusieurs manières de refonder un consensus et que certaines peuvent être très mauvaises. J'ai en tête certains projets qui sont passés alors que ça a été globalement assez violent. J'ai aussi en tête d'ailleurs de projets qui ont été refusés, mais à la suite d'un référendum qui a fragmenté la communauté pendant 10 ans. Donc un référendum n'est pas nécessairement la bonne idée. Tout dépend, encore une fois, de la pertinence entre la technique et la communauté. Donc l'idée, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'était que malgré tout, le politique, ça reste ce machin bizarre qui permet de faire l'un à partir du multiple, qui permet de constituer un contrat social qui vaut sur un objet, sur un moment, sur un territoire, et qui n'est pas forcément une arnaque, qui n'implique pas nécessairement la manipulation d'un groupe par un autre. Donc, encore une fois, très modestement, il ne s'agit pas de dire que c'est la meilleure, il s'agit juste de dire qu'on avait proposé une définition parmi d'autres. Donc, il parlait de processus d'évaluation politique d'un projet socio-technique. Ce qui était intéressant dans l'évaluation, c'est que ce n'est pas forcément une délibération, ce n'est pas forcément une décision, c'est une évaluation qui peut prendre différentes formes. Une évaluation politique d'un projet socio-technique, c'est-à-dire la technique et la politique sont des registres qui sont radicalement différents, qu'il ne faut pas mélanger. Donc, qui mettent en interaction une pluralité d'acteurs impliqués à différentes échelles. J'ai en tête un vieux papier qui avait été fait par un journal honorablement connu, qui nous parlait de Gaspé qui refusait de creuser un puits de pétrole. Donc, c'était la conception paroissiale de l'intérêt général. Bon, les élus locaux l'ont assez mal pris, on ne va pas se le cacher, parce que naturellement, c'était vu d'Ottawa, vu de Montréal, bref, vu de l'intérêt national qui, par définition, lui, n'est pas considéré comme paroissial. Donc, ça veut dire, attention, l'intérêt général, suivant les échelles, peut être radicalement différent et peut ne pas être compatible. Donc là, ça pose attention, il y a des rapports de force dans les échelles, et aussi des rapports de force entre les acteurs. C'est pas parce que c'est les plus puissants qui parlent le plus fort qu'ils ont forcément raison, mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est les opposants qu'ils ont nécessairement raison. Dans tous les cas, il y a un jeu communautaire
qui détermine qui va avoir raison et qui va avoir tort. J'ai souvenance je vais en profiter puisque je suis à Montréal, d'acteurs montréalais qui débarquent dans des petites communautés, puis qui se rendent compte au milieu de leur discours que ça marche pas, ça marche pas du tout. Parce que porter un discours environnemental dans une communauté, puis le porter depuis les tribunes extérieures, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail de traduction pour que ça prenne sens dans la communauté. Donc, ça veut dire ne pas fermer le jeu a priori, de la pluralité des acteurs. Par contre, c'est voir comment est-ce que tout ça va s'organiser. Donc, encore une fois, ça, c'est un processus fluide, un processus donc dynamique, mais qui peut se cristalliser dans des consensus, dans des accords, dans des règles institutionnelles. Les règles institutionnelles, là où c'est intéressant, justement, et on revient dans cette obsession de l'un à partir du multiple, est-ce qu'elles peuvent être considérées comme légitimes par tous? Ça veut dire que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Ça veut dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Par contre, ça veut dire qu'on peut se mettre d'accord sur les termes de l'échange. Donc, on accepte là, sur ce coup-ci, de perdre si ça nous permet de gagner ultérieurement, s'il y a un gain collectif, s'il y a une communauté. Dans tous les cas, ça veut dire que la rationalité est située et que cette rationalité est d'abord située dans des communautés qui sont les instances de légitimation et qui elles-mêmes dépendent, donc là c'est peut-être la partie un petit peu plus périphérique, qui dépendent beaucoup du territoire. Être un territoire urbain, périurbain, périphérique, ce n'est pas du tout la même chose. Les enjeux de développement ne se posent pas de la même manière. Je pense en particulier aux territoires qui ont impérativement besoin d'emplois pour pouvoir maintenir la vitalité de la communauté. On peut penser aussi à ces grands, je pense notamment aux travaux de l'apartheid dans le nord de l'Italie, où on explique que la vocation d'une communauté connue pour sa résistance au fascisme, avec toute une histoire, etc., c'est de mourir parce qu'on a besoin de creuser un tunnel. Donc ça va couper le village en deux. Ça veut dire que les grands projets ont aussi des comptes à rendre à les communautés sur lesquelles elles passent. Et donc, finalement, ce dont on parle, c'est les modèles de développement, la capacité d'une communauté à se reproduire dans le temps avec le grand projet, et non pas contre lui ou le projet contre elle. Donc, ça, c'est un schéma un petit peu rapide, donc encore une fois, qui montre que bon, le principal intérêt, donc je pourrais éventuellement communiquer pour ceux qui veulent un petit peu plus se prendre la tête. Bon, l'essentiel dans ces schémas, c'est qu'il y a trois échelles, puis que c'est trois enjeux qui sont radicalement différents. En haut, est-ce que la communauté parvient à survivre? En bas, peut-être, est-ce que les solutions techniques sont crédibles et permettent de rassembler des parties prenantes autour d'un consensus? Et encore une fois, les deux ne sont pas compatibles. Et peut-être le troisième point qui est le plus intéressant, c'est est-ce que les citoyens et les élus vont parvenir à créer une légitimité? Est-ce qu'on va pouvoir parvenir à créer un contrat collectif qui nous lie tous? Avec le point, c'est qu'une solution technique qui est pas considérée comme légitime n'est pas suffisante. Une solution légitime qui ne permet pas de maintenir la communauté en vie n'est pas suffisante. Dans l'idéal, c'est d'arriver à relier ces trois niveaux autour donc des arrangements institutionnels fondés autour des enjeux de la légitimité. Ça tombe bien, c'est l'enjeu de la gouvernance. Donc l'intérêt de ces trois échelles, c'est de montrer qu'il y a une diversité de processus qui sont de nature différente, mais que justement l'échelle méso, l'échelle intermédiaire est une échelle particulière parce que c'est l'échelle où on met tout en commun et on regarde un petit peu ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut trouver une solution entre les coûts, les impacts techniques que ça va avoir sur une communauté et le gain qu'on peut avoir par rapport au modèle de développement? Ça peut être l'inverse. Un projet qui, a priori, paraît anodin, mais qui ne permet pas à une communauté de se développer, peut-être que ce n'est pas un bon projet. Donc, en gros, cette échelle de la gouvernance, c'est de rassembler tous les paramètres pour faire l'un et rappeler que fondamentalement, l'instance décisionnelle, c'est d'abord la communauté qui passe par des instances politiques. Donc, entre le micro-organisationnel et le macro-structurel, la place du politique, précisément, c'est de créer un monde en commun. Donc ça pose la question de la gouvernance. Donc la gouvernance, là peut-être je passe un petit peu plus vite, ça doit être connu. Par contre, ça je pense que c'est important, c'est ce que je répète à mes collègues politistes, ils ont beaucoup de mal à le comprendre, mais c'est que l'acceptabilité sociale est une notion qui est vertueuse ou pas. Ça, chacun jugera. Par contre, c'est une notion qui est importante parce qu'elle est devenue nécessaire à une époque où l'intérêt général n'est plus monopolisé par un État provincial, national, etc., par un gouvernement qui peut l'imposer à tous. Ça veut dire que par définition, on est obligé désormais de construire un monde en commun qui sera un monde pluriel où il faut accepter le fait que l'intérêt doit être collectif, c'est-à-dire partagé par un ensemble d'acteurs qui se mettent d'accord sur certains enjeux, certains territoires, certains moments. C'est-à-dire finalement, on est en train de remplacer l'intérêt général qui était largement fictif, porté par un gouvernement, par un intérêt collectif qui est négocié dans un ensemble de processus de gouvernance. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du politique.
précisément, ça veut dire que le gouvernement qui passe par l'autorité et l'argent ne fonctionne plus comme il fonctionnait auparavant. Ça veut dire que l'État va devoir, que le gouvernement doit désormais assumer des formes nouvelles pour essayer de faire passer malgré tout ce qu'il considère comme d'intérêt collectif. Donc finalement, face à la gouvernabilité, la gouvernance, c'est le gouvernement par d'autres moyens, des moyens beaucoup plus négociés, beaucoup plus subtils. C'est dans ce contexte-là qu'il me semble que oui, l'acceptabilité sociale est une notion qui est importante parce qu'elle nous permet de penser cet élargissement des processus décisionnels au-delà du projet qui intègre l'ensemble des acteurs pertinents sur un territoire. Et je suis désolé, le gouvernement ne permet pas de faire ça. Voilà pourquoi, à mon avis, l'acceptabilité sociale nous parle de la gouvernance des projets, des territoires, mais aussi la gouvernance de l'État. Voilà pourquoi, voilà, là, je suis content. Ça, c'est un truc que je ne peux pas dire en général avec les politistes, parce que la gouvernance, c'est mettre fin à l'État. Alors, précisément, la gouvernance, c'est ne pas se résoudre à la disparition de l'État, mais c'est d'aller voir où va l'État, puis avec qui est-ce qu'il peut négocier. Donc, il y a une crise de gouvernabilité et il faut des nouveaux instruments pour penser le pluralisme, la coordination, une coordination qui permet de créer de l'efficience. Encore une fois, il s'agit de faire passer les projets, il s'agit de faire survivre une communauté, y compris précaire, et à partir de solutions justes qui sont négociées avec l'ensemble des acteurs. Donc, encore une fois, il ne s'agit d'arnaquer personne. Par contre, ça veut dire que précisément, puisque l'État n'a plus le monopole de l'intérêt collectif, il va falloir qu'on s'ajuste, il va falloir qu'on trouve, qu'on négocie, qu'on voit comment est-ce que tout ça peut s'articuler. Donc, on a besoin de notions souples, mais qui peuvent rendre des comptes, qui peuvent être questionnées par la communauté. La souplesse, si elle est trop souple, ça finit par une soupe systémique où il n'y a plus de politique, effectivement. Donc là, justement, c'est montrer que le bricolage n'est pas exclusif de la démocratie. Et au contraire, la démocratie a toujours été beaucoup plus bricolée qu'on veut bien le dire. Donc, il y a un retour du politique par le bas, mais c'est un retour qui est très modeste, qui est très bricolé, qui est très résistible, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, est-ce qu'on peut arriver à comprendre comment est-ce qu'on va créer un ordre qui resterait un ordre juste, où les grands progrès ne seraient pas forcément une solution qui vient du haut et qui est imposée à des communautés sans défense, mais serait finalement l'occasion de rencontrer, entre un territoire et un projet, rencontrer des solidarités, enfin plutôt des projets pour construire un monde en commun. Donc là, ça rejoint un petit peu tous les travaux, là je le passe vite, qu'on a. Le développement, par certains côtés, c'est devenu ça. Le développement, il y a plus d'argent dans les coffres de l'État qui va créer un développement qui vient du haut. Il ne faut pas croire non plus, d'ailleurs, petite parenthèse, que le développement n'est miraculeusement par la mobilisation des acteurs. Ce n'est pas vrai, il faut de l'argent, il faut des régions, il faut de l'organisation politique. Donc en gros, il faut bien voir que désormais, le développement territorial pose finalement les mêmes questions de l'acceptabilité sociale. Comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre ensemble pour faire des choses dans un contexte qu'on n'a pas choisi, où parfois il y a des opportunités, mais on ne sait pas si c'est des menaces ou des opportunités. Donc, moi, c'est dans ce contexte-là. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Hop. Bon, ça va aller. Bon, merci. Donc, moi, je vais peut-être insister sur le rôle des élus locaux. Alors, là, il y a vraiment plusieurs choses. Par contre, juste se rappeler quelque chose, puis on a un petit peu parlé à l'époque autour du gaz de schiste, parce que les élus locaux avaient été mis en face et étaient vraiment en première ligne. On a un peu tendance à considérer que les élus locaux sont des acteurs un peu bizarres, un peu traditionnels, des vieux hommes blancs sur le territoire. Sociologiquement, c'est plutôt vrai. Sociologiquement aussi, on ne va pas se cacher que ce n'est pas parmi les groupes les plus progressifs de la société québécoise. Par contre, c'est quand même des acteurs qui, globalement, ont une chose que personne d'autre a, c'est qu'ils sont élus. Globalement, là. Bon, ça veut dire qu'eux, ils ont une raison d'être là. Tous les autres s'engagent volontairement. Les citoyens, c'est pour porter une cause. Les techniciens, les juristes, etc., ils sont tous payés. Les élus, d'abord, les élus ruraux, ils sont payés, mais vraiment des peanuts. Et ensuite, c'est eux qui s'en prennent plein la figure parce que globalement, ils n'ont pas le choix. Tous les autres peuvent arriver, ils peuvent quitter, tout ça. Le maire, il est là et il est bien obligé d'assumer son rôle. Donc ça, c'est la dimension qu'ils subissent. Mais c'est aussi ceux qui ont la capacité, qui ont une position assez spécifique de créer le consensus lorsqu'ils le font bien. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tous bien, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'il y en a qui sont assez forts pour arriver à gérer ça de manière intelligente, et c'est remarquable. Parce qu'en particulier, ils peuvent participer à créer une action publique qui serait à la fois efficace, de relier les différents bouts d'une communauté, avec des gens qui n'ont pas du tout envie de se parler, et de construire un compromis qui va être considéré comme légitime par les acteurs dominants, enfin, disons, l'essentiel des acteurs locaux. C'est compliqué, c'est fin. Encore une fois, une victoire sur un projet, que ce soit pour ou contre, peut être catastrophique pour la communauté. Ça, c'est vraiment important. Or, le maire, lui, il a un intérêt, c'est de porter l'intérêt de la communauté, porter l'intégration
de cette communauté qui lui donne sens. Donc, dans ce contexte-là, je voudrais juste parler un petit peu des élus. Bon, je vais passer vite sur la littérature, qui n'est pas le plus intéressant ici, peut-être, mais juste rappeler que les élus ont l'intérêt de n'intéresser pas grand monde, en fait. Il y a absolument aucune littérature sur les élus en milieu rural au Québec. C'est un peu différent en France. Mais il y a un petit peu plus sur les élus des grandes villes. Mais encore une fois, on s'intéresse d'abord aux ministres, on s'intéresse d'abord au gouvernement national. Quand on s'intéresse aux élus, c'est plutôt les élus des grandes villes. Puis quand on va s'intéresser, c'est plutôt les grands élus, etc., etc. Et nous précisément, nous, ce qui nous intéresse, enfin, nous, donc, dans l'Est du Québec, mais nous, c'est des toutes petites communautés. On a 10% des municipalités du Québec. Il y en a 1000 quand même, plus, 1000 sur les quelques dans notre région. Mais c'est des gens qui se retrouvent avec bon, Rimouski, c'est une grande ville, 50 bon, bah, il y a des villages de 150 habitants, puis quand tu te prends un grand projet, bah, tu es obligé de faire le combat de combat. Ce qui est intéressant, c'est que c'est là qu'on se rend compte que les élus ont un rôle qui est très, très actif, même s'il est à peu près invisible. Donc, c'est vraiment cette idée, il faut revaloriser le rôle des élus locaux parce que c'est une clé qui nous permet de désamorcer des conflits qui est beaucoup trop négligé. Donc, qu'est-ce qu'un maire? Donc, un maire, ben, un maire d'abord, donc, en cas de grand projet, c'est celui qui reçoit un coup de téléphone un jour, dans le meilleur des cas. On lui dit, ah ben là, il y a un grand projet. Ça peut être éolien, ça peut être de schiste, etc., etc. Le maire, il est désarçonné parce qu'en fait, historiquement, ces deux grandes missions sont des missions qui n'ont rien à voir avec le développement. C'est assurer les services à l'habitation. Et surtout, il y a toujours un au conseil municipal qui vient lui dire, on n'a pas les moyens de payer, on n'a pas la capacité de payer. On n'a pas. Et alors, résultat, il faut arriver à convaincre au sein du conseil municipal que malgré tout, si on veut élargir un petit peu ce qu'est l'intérêt de la municipalité, il faut avoir une vision plus large, etc., etc. Et par ailleurs, quand un maire veut modifier sa communauté, veut intervenir dans sa communauté, veut faire évoluer sa communauté, il faut être fin. Il faut être fin parce qu'on ne peut pas braquer les gens. Il y a des grandes familles, il y a tout plein de rapports historiques. Donc, c'est-à-dire, tu es obligé de parier sur les acteurs les plus intéressants, les plus mouvants, enfin, plutôt ceux qui font le plus avancer, essayer d'organiser les gens autour de là et essayer de transformer les rapports de force au sein de la communauté. Donc, c'est-à-dire, en gros, ce que fait le maire, c'est un mécanisme, enfin, c'est animer un ensemble de mécanismes d'une très grande finesse, assez invisible, que d'habitude la presse rejette comme les querelles de clocher, tout ça. Oui, enfin, la plupart des gens vivent dans le clocher en question. Donc pour eux, c'est important. Donc ça veut dire que quand on va poser la question de l'acceptabilité sociale d'un grand projet dans une communauté, ça veut dire attention, la communauté est menacée, la communauté au sens de son fonctionnement normal, avec un maire qui assure la fourniture d'un certain nombre de services perçus comme adéquats par une communauté dont il a une connaissance intime sur des mécanismes informels. Donc, ça veut dire, attention, le grand projet, au contraire, c'est l'irruption de l'extérieur du grand projet, des experts, de la technique, de la compétence aussi, et sur des sujets où les gens sont assez incompétents, à commencer par monsieur le maire, qui, lui, n'a pas du tout été formé pour gérer ces grands projets. Et encore une fois, il faut compatir, quoi. Il n'a pas été élu pour ça. Donc, face au grand projet, bon, peut-être hein, juste rappeler quand même, parce que c'est un peu différent, j'imagine, dans les grands projets urbains, mais pour les grands projets industriels, là, on est encore dans le bon vieux modèle décider, annoncer, défendre. Si possible, on arrive à trouver deux, trois alliés dans la communauté, si possible, qui ont des intérêts économiques dans l'affaire. Donc, ils vont manipuler la communauté en interne et imposer au maire une solution qui a déjà été faite. Puis ensuite, le maire, bah lui, bah alors pourquoi pas? Puis clac, il va y avoir des opposants, et là, le maire se retrouve bloqué. Donc, ça veut dire fondamentalement, on reste dans une logique où tout le projet en amont a été pensé sans les maires, a été pensé sans les communautés, et donc eux se retrouvent avec une espèce un immense processus dont personne ne sait comment est-ce qu'on va s'en sortir. Puis globalement, hein, la plupart des gens sont plus intéressés au projet qu'à ce qui arrive à la communauté. Donc il faut arriver malgré tout à déjouer justement le préformatage du projet par les techniciens, les juristes, les décideurs, etc. etc. Faut aussi arriver à faire en sorte que la consultation publique parvienne à ne pas fragmenter la communauté. Donc là, on parlait des référendums sur les parcs éoliens, là, ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique. Si on se retrouve à 51-49, bah, c'est un échec. La communauté, elle est fragmentée. Que le projet ait lieu ou pas, ça a peut-être moins d'importance maintenant, en tout cas pour les gens de la communauté. Donc, parmi les mécanismes, donc peut-être l'un des deux grands mécanismes qu'on peut identifier chez le maire, donc c'est cette espèce de municipalisme pragmatique. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, mais le plus important, en fait, c'est que monsieur le maire, là, ou madame la mairesse, ils ou elles donc, sont pognés avec une conception du politique qui est extrêmement, extrêmement encadrée
parce que la communauté attend. Donc, il y a énormément de choses qu'il ou elle ne peut pas faire. Et en particulier, ce qu'on attend de lui, c'est d'avoir une action appropriée. Donc, une action appropriée, c'est une action qui ne sort pas de ce qui est attendu. Donc, c'est-à-dire, en gros, amener un projet, le porter dans la communauté, ça ne fait pas partie de son travail. Il faut que la communauté elle-même soit intégrée dans ce processus de délibération. Ce qui fait que fondamentalement, puis moi, c'est un point sur lequel je voulais intervenir, on parle souvent de la technique, etc., mais la politique, globalement, ça veut dire que le maire, on lui demande de remplir une mission dont- pour laquelle il n'est absolument pas équipé parce que sa fonction, c'est d'avoir une politique apolitique. Alors, on remplit juste les services le moins cher, tout ça, avec le citoyen qui dit on n'a pas les moyens de payer. Très, très bien. Et d'avoir une dimension administrative, le rôle d'un maire, c'est de faire faire. Il ne peut pas intervenir dans l'action de son administration. Or, précisément, on va voir, c'est parmi ces paramètres-là qu'il y a peut-être des possibilités d'ouvrir le jeu. Donc, en gros, tout le municipalisme pragmatique qui est la vie d'un maire au quotidien est totalement débordé par le grand projet. Donc, finalement, on demande au maire de participer à une symphonie dont il ne connaît absolument pas la musique. On aura peut-être l'occasion de reparler de ça après. L'autre grand mécanisme, bah, c'est de rappeler que le maire est là pour incarner la communauté et puis de faire interagir cette communauté avec l'ensemble des autres communautés dans la région et avec l'État. Ce qui nous rappelle aussi que le maire, ça c'est une autre dimension, le maire ne peut pas tout faire, ne peut même pas faire grand-chose parce qu'il est enserré par des rapports internes à la communauté. Des choses qui se font ici et qui ne se font pas. Voilà, point. Puis là, tu es bien obligé de négocier avec ça parce que c'est ça qui donne sens à ta communauté. Ça, c'est la dimension contrôle social qui peut être un peu désagréable. Par contre, l'inverse, puis là, je pense à Saint-Marcelin, un petit village à côté de Rimouski. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la fête médiévale de Saint-Marcelin. Non, bon, dans l'Est du Québec, c'est une fête assez impressionnante. Et en fait, c'est juste une personne. C'est une personne qui, au bout de 10 ans, a réussi à rassembler tout le monde. Et c'est l'un des grands événements sur la scène culturelle donc, du haut pays à Rimouski. Ça veut dire que la communauté, c'est aussi de l'empowerment. C'est aussi un ensemble de ressources. Ça, c'est en interne. Donc, le grand projet, lui, se retrouve confronté à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Et le maire doit bien constater l'existence de ces rapports de force. L'autre dimension, puis ça, moi, c'est une dimension à laquelle je tiens beaucoup parce qu'on l'oublie un peu trop, on dénonce souvent le localisme des élus. Effectivement, ça fait partie de la game. Il y a aussi tous les préfets, il y a aussi tous les élus et leur action au sein du conseil de la MRC qui vont construire un intérêt territorial. Moi, je pense en particulier à Saint-Clus, un parc éolien qui a été refusé localement, le fameux référendum qui n'a pas été organisé sur le projet, mais bon, c'était à proxy sur une procédure municipale. Donc, la communauté a été extrêmement divisée, sauf que le projet est revenu 10 ans après de manière très, très consensuelle au niveau de la MRC, ailleurs, etc. Donc, ça veut dire que quand tu négocies correctement l'intérêt général à d'autres niveaux, bah, ça te dégage des marges de manœuvre que tu n'avais pas. Et donc, maintenant, il y a eu tout un mécanisme de répartition des fonds, les rétributions qui sont organisées pour mettre en place des projets. Dans le meilleur des cas, parfois, ça ressemble un petit peu quand même au nid de poule, etc., etc. Donc, encore une fois, là, c'est le localisme qui revient. On est vraiment dans une tension. Puis moi, c'est l'élément sur lequel je voudrais revenir. C'est se rappeler que le grand projet n'arrive pas dans un vide, mais le grand projet arrive dans une communauté qui essaie de gérer son rapport avec son environnement et qu'il y a des marges de manœuvre dans les deux. La communauté, il ne s'agit pas simplement de le faire passer de force dans la communauté, il s'agit aussi d'arriver à donner une place aux différents acteurs. Donc, en conclusion, il me semble que ce que l'acceptabilité sociale, donc au niveau des grands projets, pose, la grande question, c'est la gouvernance des territoires et leur capacité, notamment par les élus, à opérer une intégration du projet et de ses différentes dimensions dans la communauté. Le projet socio-économique, la légitimité politique et les dimensions socio-techniques. Donc, parmi ces paramètres, en fait, le grand paradoxe, c'est que les élus sont absolument centraux et indispensables, sauf que tout leur répertoire est basé sur la négation de cette dimension politique très forte de ce qu'est un grand projet. Donc, ce qui fait que c'est particulièrement difficile. Donc, pour un maire, le développement reste une bataille, parce qu'il faut arriver à convaincre dans la communauté, il faut arriver à convaincre tout le monde qu'avec les faibles moyens qu'on a, on peut malgré tout arriver à le faire. Et on est élu, moi j'ai connu quelques maires et mairesses qui ont voulu trop jouer le jeu de la MRC puis qui se sont fait dézinguer à l'élection qui venait après. En gros, tu dois toujours rendre des comptes à ta communauté. Alors après, on a beau jeu de critiquer le localisme, sauf que globalement, un mandat c'est 4 ans.
ceux qui l'ont oublié ne sont plus là pour en parler. Donc ça veut dire que globalement, le jeu autour de la communauté est hyper localiste et le maire doit arriver à gérer. Donc ça veut dire que tout pousse le maire à pas être bon, mais ce n'est pas de sa faute, c'est un effet de structure. Par contre, et c'est là que c'est peut-être un peu plus intéressant, il y a peut-être des dimensions qui sont un petit peu ignorées et qui sont plus intéressantes. Effectivement, les dimensions politiques et communautaires ne sont pas les plus simples pour un maire pour arriver à intégrer le projet dans une communauté parce qu'il est dépendant du rapport de force interne à sa communauté. Par contre, c'est les dimensions administratives et intermunicipales qui peuvent permettre éventuellement au maire de ne pas se retrouver seul à gérer un grand projet et une communauté à porter sur ses épaules. Et donc, juste, si on revient, donc vous vous rappelez les deux mécanismes. Hein. Un maire, c'est mobiliser des moyens arriver à convaincre la communauté, de la communauté que c'est une solution pertinente. C'est aussi arriver à mobiliser la communauté et l'intégrer dans son environnement. Le plus intéressant, c'est qu'il y a des dimensions qu'on oublie un petit peu, c'est la dimension administrative. Si le maire est aidé par l'administration ou par des gens de la NRC qui apportent de l'expertise publique, ça lui permet de se renforcer, de donner des utilitaires à cette chose. D'autre part, la communauté. Merci. Et, donc là, je vais montrer donc la dimension administrative. Peut-être que si vous voyez, donc la dimension administrative. Et ici, donc la dimension territoriale, c'est rappeler que le maire est bien entendu dépendant de sa communauté à qui il doit rendre des comptes, mais c'est une communauté parmi d'autres. Et la MRC, précisément, est là pour apporter un certain nombre de ressources. Et je voudrais juste finir avec ça. Ce n'est pas simplement un vœu pieux. Le dossier éolien, historiquement, c'est un dossier qui arrive plutôt par une dimension politique. Personne n'a trop compris d'où ça venait, même si on sait qu'il y avait des relais très efficaces à Québec. Une communauté qui était choquée, on va construire un parc dans la cour. Pourquoi, etc. Et 30 ans après avoir travaillé, ils ont réussi à créer les conditions administratives qui font que maintenant, une bonne partie des parcs dans l'Est du Québec sont construits avec un partenariat financier public-privé où les municipalités sont des partenaires majeurs. En gros, on ne peut plus construire un parc sans que les municipalités soient au moins consultées, etc., parce qu'elles étaient là très, très en amont. Donc, la capacité technique te permet d'intervenir en amont sur la forme que prendront les projets. Ça, c'est très important. Et l'autre point, c'est que ce n'est pas une communauté perdue seule, c'est l'ensemble des élus qui ont acquis. Puis même, pour être tout à fait franc, bon, moi, je suis donc du Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent a obtenu une grande partie des projets de ces dernières années, mais la véritable expertise, historiquement, vient plutôt de la Gaspésie. Il y a eu un montage financier des régies intermunicipales qui ont été faites entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça veut dire qu'une véritable capacité administrative, technique, permet de créer des coalitions territoriales très, très efficaces. Là, ça veut dire que quand il y a un projet qui arrive, tu es prêt. Voilà. Donc, ça veut dire que si, je pense que les élus de l'Est du Québec ne sont pas les pires, vraiment pas, ils sont même relativement bons, mais si eux, ils y arrivent, les autres aussi. Et je vais vraiment finir avec ça. Ça, c'est d'autant plus marquant que lorsqu'on sait que les derniers parcs qui ont été mis dans le centre du Québec, etc., ont beaucoup fait râler parce qu'on est revenu sur le vieux modèle où on ne consulte pas les communautés, etc., etc. Donc, ça montre que de territoire en territoire, les mauvaises habitudes ont vraiment la vie dure. Voilà, merci. Ah, il n'y a pas de micro. Tu besoin? C'est mieux pour les réponses d'avoir un micro que pour les questions. Hein. Jean-Philippe, je te laisse les commandes. Oui, OK. C'est bon, ça, je dérange pas. De toute façon, c'est plus pour les gens qui sont dans l'ordinateur qui ne verront pas, mais ils vont peut-être répéter les questions. Oui. D'abord, je veux lancer ça à la salle. Est-ce qu'il y a des questions qui veulent venir de la salle? Si vous n'en avez pas, moi, j'en ai préparé, mais pendant que vous réfléchissez, je vais lancer ma première question. D'abord, merci Liliane pour cette présentation-là. On comprend l'acceptabilité sociale dans un contexte assez particulier de l'Est du Québec, de grands projets ou de grands promoteurs qui arrivent dans une petite communauté. Donc, cette idée d'échelle-là. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce projet-là dans les détails, c'est-à-dire dans quelle communauté, comment ça s'est fait, c'était quoi
on le sent un peu à travers ta conférence, mais peut-être nous préciser un peu les paramètres du projet le projet de recherche, en fait, qui est à la base des connaissances qui ont nourri cette présentation. Donc, pas le projet industriel, le projet de recherche. Le projet de recherche, oui, Ok. c'est-à-dire, ça portait sur quoi exactement? D'accord. Qui a été consulté pendant quelles années? Donc là, on est au donc début des années 2010, enfin plutôt au milieu des années 2010, et c'est l'éruption du gaz de schiste. En fait, le gaz de schiste, ça va être d'abord considéré comme le prototype du machin à pas faire, là, donc le projet qui est super mal engagé. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est revenu sur ce qui s'était passé depuis le début des années 2000 autour du dossier éolien, et avec le côté très, très frappant, c'est que c'était à peu près autant détesté initialement qu'était le gaz de schiste à l'époque, mais il y a eu tout un chemin de création d'une forme d'acceptabilité sociale et collective. Donc, les enquêtes, il y en a eu à plusieurs niveaux. Il y a eu donc des entretiens avec les élus. Il y a eu aussi une enquête, notamment du côté de Sainte-Luce, une municipalité où ça s'est assez mal passé. Et puis, après, tout ce qui est littérature grise, etc., puisque ça s'est beaucoup, beaucoup cristallisé depuis. Voilà. Mais j'aimerais ça t'entendre, Yann. On est souvent dans une dichotomie entre l'intérêt général et l'intérêt, je ne dirais pas privé ici, c'est collectif, mais tu as parlé des rapports d'échelle. Mais des fois, on est face à des projets, surtout même en milieu urbain dense, on est face à des projets d'opposition, notamment sur la construction d'un bâtiment étagé que les gens vont considérer trop beau, trop haut. Donc, on est souvent dans des politiques où il y a un intérêt général, ou du moins un bénéfice qui peut être collectivisé, mais un coût qui est très local, mais très fort. Ou l'inverse, des fois, c'est que le bénéfice est local et très fort, mais que le coût est diffus, mais quand même important. Comment on réconcilie ces échelles-là? Je peux peut-être donner deux exemples. Là, un bâtiment en densité ou construire en densité, les gens n'aiment pas ça parce qu'on n'aime pas être voisin d'un immeuble à étage. Par contre, il y a un ensemble de bénéfices sur la qualité de la mobilité, la qualité de vie, le dynamisme, la réduction de la consommation d'énergie associée à ça. Mais il n'y a personne qui est capable d'incarner le bénéfice parce qu'il est complètement diffus, alors que le coût, il est très matériel. Ou à l'inverse, si on prend juste pas l'exemple du troisième lien à Québec, où il y a des communautés à chaque bout du compte qui ont peut-être un potentiel bénéfice d'avoir une infrastructure, mais où le coût est renvoyé sur un ensemble immense de personnes qui, eux, n'y voient aucun intérêt. Comment on réconcilie ces échelles-là? Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique là-dedans là, qui n'est pas facile à vivre parce que certains parlent très fort, parce qu'ils sont très impactés personnellement. Et le bénéfice, des fois, il n'y a personne qui va en parler parce qu'il est trop difficile ou l'inverse. Ouais. Moi, le constat, quand même, d'abord, c'est une manière de poser la question qui est un petit peu économiste. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est ça. Bon. Mais je ne suis sans doute pas un prix Nobel non plus. Par contre, le point, c'est que c'est une manière assez particulière. Puis moi, donc, si je peux jouer au politiste, comme ça, c'est qu'une démocratie, c'est comme tout, ça se muscle, en fait. Et que ce qu'il faut éviter, c'est le face-à-face entre la technique et le social. Puis c'est à ça que servent les lieux de négociation. Par contre, moi, ce que je constaterais, c'est que si on pose la question dans ces termes-là, parce qu'à côté, j'ai l'impression que c'est mal barré, déjà. C'est peut-être qu'il y a des étapes en amont qui ont été ratées pour qu'on arrive précisément à montrer que la technique n'a pas qu'un bénéfice concentré et un coût diffus. Mais ça, pour le coup, c'est là que les élus sont importants. Bon. Moi, pour être tout à fait franc, hein, c'est pas une littérature que je suis de manière très, 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 très précise ces derniers temps, mais j'ai cru comprendre que la plupart des projets ont malgré tout lieu. Ce qui fait que, puis notamment les recherches américaines montraient qu'il faut vraiment s'y mettre beaucoup pour qu'un projet soit annulé exclusivement à cause de l'opposition citoyenne. Ce qui fait donc selon ces conclusions, il y a aussi un mythe de l'efficacité de l'action collective. Puis l'autre point, en fait, c'est que dans ces conditions-là, ça veut dire que la question, c'est plutôt comment ça se fait qu'autant de projets qui réunissent ces paramètres-là sont malgré tout acceptés. Puis donc, dans ce contexte-là, peut-être que les élus s'y sont mieux pris, peut-être qu'il y a eu tout un ensemble de mécanismes qui ont été qui ont permis de poser une légitimité au projet. Ou alors, mais ça c'est beaucoup plus pessimiste, sans doute trop, peut-être que le développement n'est pas aussi démocratique que ça, puis la plupart du temps, c'est pas quelque chose que les gens ont la capacité à faire remonter.
Mais là, ça pose la vraie question. La vraie question, c'est la question de la répartition, c'est la question de la démocratisation du développement et des grands projets. Là, là pour le coup, je ne m'aventurerai pas à suggérer des solutions. Dans le cas précis des éoliennes, de ce que je comprends, dans la résolution des problèmes, le fait que les éoliennes ont quand même été implantées, c'est dans la capacité de faire en sorte que les communautés locales deviennent un partenaire, en fait, de localiser le bénéfice d'une certaine façon. Il y a eu ça, et c'est très important. Mais il y a eu tout le reste aussi. Et ça, c'est un truc auquel vraiment je tiens beaucoup. C'est qu'en général, quand on prend les gens pour des imbéciles, ils n'aiment pas ça. Et ce qui fait qu'un projet où on a commencé à couper les coins ronds, etc., c'est très dur de le récupérer. Puis là, je pense à quelques parcs en particulier. Mais fondamentalement, quand tu penses que tu vas pouvoir ne pas laisser aucun bénéfice local, ça veut dire que tu n'as sans doute pas bien pensé l'articulation entre ton projet et la communauté. Puis ça, les gens le savent. D'autre part, les gens en fait sont capables de faire des efforts. Si le projet fait des efforts, puis l'intéressant avec les parcs éoliens, en fait, c'est que la construction socio-technique n'est pas figée. Tu peux toujours déplacer une éolienne, tu peux faire un parc plus petit, tu peux éventuellement même déplacer une partie du parc dans des terres non habitées, etc., etc. Donc ça veut dire que si la communauté peut faire des efforts, mais sans doute le projet aussi, ou en tout cas donc, le promoteur. Et après, en arrière-plan, moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas tant les bénéfices, parce que les gens ne les voient pas. Par contre, c'est le fait que les élus se portent garant que les bénéfices seront réinvestis localement. Bref, c'est la construction de tout un mécanisme de légitimation autour de ces bénéfices. Par contre, pour être tout à fait franc, certains processus sont tellement bien gérés par les élus maintenant que ça repose la question démocratique sous un autre angle. Quand les élus font plutôt taire les critiques plutôt que de permettre une véritable délibération, donc ça montre aussi que dans tous les cas, il y a toujours de la politique un peu partout. Ou pas. Pas. Quand même, on a occupé notre 40 minutes de toute façon. Donc, ben, merci beaucoup, Yann. Merci.